Ils veulent donc tenter de faire reculer Emmanuel Macron sur l'une de ses promesses de campagne. Les anti-PMA pour toutes se rassemblent aujourd'hui dans les rues de Paris, alors qu'une commission spéciale continue de se pencher jusqu'au 15 octobre sur le projet de loi bioéthique. Sur la bioéthique, les manifestants espèrent rassembler autant qu'en 2012 et 2013. Pour mémoire, à l'époque, jusqu'à 340 000 personnes s'étaient mobilisées contre le mariage pour tous. Seront-ils aussi nombreux? On va prendre le pouls sur place dans les rues du 6e arrondissement de Paris. C'est là que vous êtes, Jordan Klein. On voit la foule derrière vous, apparemment nombreuse, mais dites-nous ce qu'il en est précisément. Oui, effectivement, ils sont très nombreux. Vous le voyez sur ces images derrière moi, ces drapeaux qui s'agitent. Et cette place Edmond Rostand, en plein cœur de Paris, eh bien, elle est remplie à ras-bord, à tel point que les gens se sont éparpillés dans les rues à côté. Et vous voyez donc tous ces drapeaux fleurir autour de moi. Il faut savoir que cette manifestation, elle est très bien organisée, notamment sur ces drapeaux qui ont été distribués par ces organisateurs au début de la manifestation. Des organisateurs, comme vous venez de le dire, ils sont une vingtaine d'associations chapeautées par cette association, par ce nom, Marchons Enfants. Et ils sont donc ici rassemblés aujourd'hui pour protester contre la volonté du gouvernement de faire passer une PMA pour toutes. Je propose d'écouter quelques participants de cette manifestation. Là pour refuser que nos corps soient sous l'emprise de la technique, sous l'emprise des expérimentations, refuser l'eugénisme, la manipulation de l'embryon, etc. C'est vraiment un tournant qu'on prend dans notre vie de tous les jours. En fait, c'est la façon dont on va procréer, la façon dont on va entre guillemets créer des enfants qui vont s'intégrer au marché comme un vulgaire objet de commerce, et c'est pas tolérable. Je pense qu'un désir très fort d'avoir un enfant, c'est ce qui est mon cas, parce que je suis femme, ne justifie pas tout, et qu'on doit pouvoir mettre des limites à notre désir, aussi légitime soit-il. Donc vous l'entendez et vous le voyez, l'ambiance qui commence doucement à monter ici dans ce rassemblement contre une PMA pour toutes. Et tout à l'heure, les organisateurs étaient sur un camion qui se trouve juste sur ma droite, essayant d'haranguer la foule, en essayant d'apprendre les slogans pour cet rassemblement, pour cette manifestation. Une manifestation qui ne devrait pas tarder à partir pour rejoindre le quartier de la Tour Montparnasse, un trajet très court dans le sud de Paris qui devrait durer seulement quelques heures. Merci beaucoup Jordan Klein, merci également à Florian Paume qui vous accompagne. On va rejoindre dans une autre partie de ce rassemblement Ozlem Unal. Ozlem, vous avez assisté ce matin à la conférence de presse donnée par ce collectif d'associations en amont de la manifestation. Oui, exactement. Une conférence de presse qui s'est tenue ici, place Edmond Rostand, un endroit symbolique puisque nous sommes à 2 pas du Sénat. Donc on sait que le projet de loi bioéthique a été adopté à l'Assemblée nationale en première lecture, mais elle n'a pas encore été examinée au Sénat. Donc beaucoup de manifestants ici qui espèrent bien se faire entendre, des parlementaires, des manifestants dont pour certains sont venus de Haute-Savoie, d'Annecy, vous m'avez dit, en famille. Donc Jean et Clotilde, ils sont venus avec toute la petite tribu. Pourquoi c'est important aujourd'hui d'être ici pour vous ? Alors pour nous, c'est important aujourd'hui d'être ici. D'abord pour dire qu'on ne veut pas de l'effacement du rôle du père. Le père est essentiel aux enfants. Les enfants ont besoin de se construire avec l'altérité homme-femme. Voilà. Et ensuite, nous sommes là aussi pour dire que cette loi, elle va renforcer le dépistage anténatal. Et l'eugénisme, est-ce une bonne chose? Voilà, nous, on a un fils atteint de trisomie 21. On ne dit pas que ça a été une joie pour nous, sa maladie. Mais on s'est construit avec. Et voilà, aujourd'hui, dire qu'on ne veut pas de ça. Et on ne veut pas aussi que la PMA sans père, c'est un acte médical, et mettre un acte médical pour des gens qui ne sont pas atteints d'infertilité. Voilà. Qu'est-ce qu'on veut faire de notre argent? Aujourd'hui, il y a de plus en plus de médicaments qui ne sont pas remboursés. Est-ce que c'est normal? Voilà. Merci beaucoup.
beaucoup justement en parlant d'infertilité. Tout à l'heure, les leaders des différentes associations ici présentes, donc une vingtaine d'associations présentes, veulent lancer un plan de lutte contre l'infertilité. C'est ce qu'ils nous ont dit tout à l'heure durant la conférence de presse. Et également veulent organiser une marche mondiale contre la GPA. En attendant ici, la marche à Paris va pas tarder à commencer. Direction Montparnasse. Les autorités s'attendent à 200 000 participants. Merci beaucoup Özlem Ünal. Merci également à Eric Goldf-Quatchou qui vous accompagne. Vous avez d'ores et déjà entendu les voix de nos invités que je vous présente. Virginie Tellen, bonjour. Vous êtes déléguée générale Avenir pour tous. Et Lorraine Chenel, bonjour. Déléguée famille inter-LGBT. Je vous voyais réagir sur ces images. Vous doutez de cette mobilisation de 200 000 personnes à l'heure qu'il est, alors que le cortège... 200 000 personnes, mais non, c'était... Enfin, pardon. Écoutez... Pour réunir 200 000 personnes, on avait fait ça le 17 novembre 2012 sur Paris en régional. Il faut qu'il y ait des représentants de à peu près toutes les sensibilités des gens qui défendent ce que nous défendons nous à l'Avenir pour tous, c'est-à-dire le fait qu'un enfant naisse, notre promesse en 2012, c'était déjà la même qu'aujourd'hui, mais pas celle-là, tous nés d'un homme et d'une femme dans toutes les familles. Or, dans toutes les familles que je représentais à l'époque à la tête, n'est pas là-bas. Il n'y a qu'une famille qu'on voit là. Alors, on ne peut pas avoir juste une conception que je partage de la famille traditionnelle entre l'homme et la femme, dans laquelle on fait un enfant entre hommes et femmes, sans manipuler la fécondation, etc. Mais si on ne veut pas l'étendre aussi aux autres formes de famille, notamment aux couples homosexuels ou aux femmes seules ou aux hommes en couple, nous parlons pour toutes les familles, eh bien on ne peut pas mettre plus de gens que ce qu'on avait mis en 2012, pardon. On sait que la mobilisation, c'est crucial aujourd'hui pour ces manifestants, d'essayer de rassembler autant qu'il y a 7 ans, même si beaucoup disent qu'il n'y aura pas aussi autant de monde. Clairement, là, il y a beaucoup moins de monde. Enfin, déjà, ça se voit à la tête du parcours. On ne part pas de la place Edmond-Rostand et on ne prend pas la rue de Vaugirard et on ne prend pas un aussi petit parcours quand on est même une centaine de milliers de personnes. Voilà, c'est des parcours. Nous, on passe par les boulevards quand on fait la marche. C'est beaucoup plus dense et en plus, on a la spécificité d'avoir des gens qui arrivent en cours. Enfin, peu de gens arrivent au départ pour la marche. Donc là, on voit bien qu'on est sur une mobilisation réduite. Ce sont pour nous vraiment la frange très conservatrice. C'est les mêmes qu'on retrouve notamment contre l'avortement en fait. Mais ce qui est très triste encore une fois, c'est que là, on voit des gens, ils disent ils sont venus en famille. Dans ces enfants, il y a des enfants qui vont être homosexuels. Et nous, on les voit, ceux qui ont dû aller manifester précédemment quand ils étaient enfants. Et quand il faut annoncer à 16, 18, 20 ans à leurs parents qui sont homosexuels, bonjour les dégâts. Voilà. Donc c'est... Alors là, je rebondis là-dessus parce que nous, avec Xavier Bongibaud et Laurence Cheng en 2012-2013, nous représentions donc cette société civile diverse, multiforme, et Xavier Homo est en couple. Donc aujourd'hui, je ne crois pas que les personnes homosexuelles qui sont dans cette manifestation prône la famille homoparentale, accepte plus exactement, personne ne la prône vraiment. Donc la problématique, elle est là, elle est que ces gens aujourd'hui n'ont pas de dialogue et de débat avec des familles diversifiées et leurs propres enfants, quand ils doivent effectivement annoncer leur homosexualité, c'est un drame, au lieu d'être aujourd'hui compris, accueillis. Je pense qu'il y a un déficit de dialogue aujourd'hui dans les mouvements, même si c'est 20 associations, il en manque une, celle que nous portons nous aujourd'hui, pour ouvrir ce dialogue. Sinon, vous n'avez pas été convié à cette manifestation. Mais parce que je pense qu'ils ne veulent pas défendre, ils ne veulent pas voir le vrai problème de la fécondation aujourd'hui dans les familles, dans leur diversité en France aujourd'hui. Et nous, à l'Avenir pour tous, nous avons proposé des amendements justement qui permettaient d'étendre aussi bien la procréation de l'homme et de la femme dans des couples où il n'y a que 2 femmes, donc d'une façon coparentale, et expliquer quels étaient aujourd'hui les blocages dans cette loi, et on en a parlé tout à l'heure avec Lorraine. Il y a des choses concrètes à faire. Je voulais aller en parler sur le podium, ça m'est interdit. Donc voilà, nous en parlons là. Aujourd'hui, je pense qu'il manque de dialogue et de démocratie, et aussi bien dans ce mouvement que dans notre pays. Et avant de prolonger la discussion et le débat, justement, on va revenir sur ces inquiétudes qui sont au cœur de ces débats sur l'extension de la PMA, de multiples questions sur la filiation ou encore l'anonymat des donneurs. Le projet de loi sur la bioéthique est encore en examen à l'Assemblée nationale jusqu'au 15 octobre. Existe-t-il de faux débats autour de ce texte? Pourquoi suscite-t-il
autant d'interrogations. On va démêler le vrai du faux avec Florian Tardif. Au-delà de l'ouverture de la PMA à toutes, le projet de loi sur la bioéthique suscite de nombreuses interrogations. Première d'entre elles, la PMA sera-t-elle remboursée pour les couples de femmes ? Oui, l'article 1er du texte de loi voté à l'Assemblée nationale prévoit une prise en charge par l'assurance maladie. Les enfants nés d'une PMA auront-ils accès à leurs origines ? Oui, à leur majorité, les personnes qui le souhaitent pourront accéder à des données non identifiantes, âge, caractéristiques physiques du donneur, voire à son identité. Mais le gouvernement reste ambigu à ce sujet, puisque la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a précisé que l'anonymat sera conservé au moment du don. Par ailleurs, les donneurs n'auront jamais l'obligation de rencontrer les enfants nés du don. Les enfants issus de la GPA nés à l'étranger pourraient-ils voir leur filiation reconnue à l'état civil français ? Un amendement a été adopté en ce sens par l'Assemblée nationale ce jeudi. Cependant, Nicole Belloubet a annoncé qu'une deuxième délibération serait demandée sur le sujet et rien ne garantit que cette décision ne soit pas retoquée par le Sénat. Dernière question, celle qui crispe les esprits, le texte prévoit-il la légalisation des mères porteuses ? Non, la GPA est et restera interdite. Le terme gestation pour autrui ne figure d'ailleurs dans aucun des 32 articles que compte le texte de loi. Voilà, on a fait le point histoire d'être pédagogique, parce que c'est vrai que pour de nombreux Français aussi, mesdames, la PMA, la GPA, ça se mélange. Les débats dérivent très vite vers la GPA. Aujourd'hui, il s'agit pour ces manifestants de dénoncer cette extension de la PMA pour toutes. Pourquoi, selon vous, ils ont tort de ne pas vouloir avancer avec ces avancées sociétales? Alors, en fait, là, on est vraiment sur une loi qui tire les conséquences de la loi de 2013. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a autorisé à l'adoption d'enfants du conjoint, on a reconnu en droit français les familles homoparentales. Simplement, ce qu'on faisait, c'est se voiler la face. Une partie des familles homoparentales. Et on se voilait la face et on les laissait aller, par contre, les fonder à l'étranger avec des risques pour la santé, avec des problèmes financiers, des problèmes d'organisation du travail. Pour vous, ça veut dire juste on essaie de donner un cadre assez pratique qui existe, autant ne plus se voiler la face et essayer d'encadrer ça? Surtout, on permet aux femmes de faire la démarche en France, d'être suivies par leur médecin en France et de ne pas avancer les autres. Donc concrètement, pour que toutes les femmes puissent y avoir accès. Après, il y a des manques dans le projet de loi parce que notamment la situation des couples séparés n'a pas été prise en compte. Donc elles n'ont toujours pas de solution puisque la seule solution actuelle, c'est l'adoption de l'enfant du conjoint. Il faut être marié. Donc pour certains, ça ne marche pas. Il y a la question des couples en coparentalité, quand on a parlé. Nous, on aimerait qu'il y ait une simplification de la procédure d'adoption simple pour permettre de donner un statut à chaque parent en cas de coparentalité. Nous demandons aussi à ce que quand la femme qui porte l'enfant est infertile, elle puisse bénéficier des ovocytes de sa conjointe. Ça a été refusé malgré un amendement du rapporteur. Voilà. Ça, par exemple, c'est pas normal. Pardon. Oui. Non, je voulais juste dire, la filiation, ça a été adopté cette semaine justement à l'Assemblée nationale pour reconnaître en tant que parent celui qui accompagne celle qui fait une PMA. Mais là encore, on a fait une procédure spécifique pour les femmes lesbiennes, alors qu'on est exactement dans la même situation que les couples hétérosexuels. Nous, on demandait juste l'application du même droit, en fait, qui était beaucoup plus simple. C'est-à-dire une déclaration en mairie. C'est-à-dire une déclaration en mairie pour la femme qui ne porte pas l'enfant et la filiation par accouchement pour la femme qui porte l'enfant. Alors effectivement, nous avons des différences. Ce sera devant notaire. Nous avons des différences. Moi, j'ai une autre lecture de cette loi. Elle est effectivement inégalitaire pour les femmes. Donc on n'est pas opposé, encore une fois, à l'avenir pour tous, au fait que des femmes en couple ou des femmes seules fondent leur famille et un enfant. Qui sommes-nous pour empêcher une personne, avec les technologies actuelles, d'avoir un enfant? Personne. En revanche, pourquoi cette loi ne permet que l'extension des semences anonymes, du donneur anonyme, donc la disparition du père biologique? Là, on se retrouve un peu sur les demandes des manifestants, mais ils n'acceptent pas, eux, que ça soit dans cette famille homo ou monoparentale, ce que nous défendons. Nous avons demandé des amendements, nous avons proposé des amendements, notamment le fait qu'on puisse venir avec le futur père géniteur, enfin qui donne son sperme biologique, exactement comme il peut être demandé de prendre, parce qu'on a un problème d'ovule ou même pas d'ailleurs, dans un couple de femmes, de prendre des ovules. Eh bien ça, c'est interdit.
Donc je vais vous dire ce que nous voyons, nous, dans tout ça, c'est de plus en plus le recul de la fécondation biologique, de l'enfant qui vient de ses parents génétiquement, pour laisser la place à un immense marché de semences anonymes que nous refusons à l'Avenir pour tous. Nous demandons cette coparentalité. Il faut aussi donner un statut aux coparents qui n'est pas biologique dans ces familles faites entre le couple de femmes et le père externe, le couple d'hommes, la maman externe. Et j'ajoute que là, ça règle le problème de la GPA, de l'allocation des ventres. Ça règle le problème, ça reste très complexe pour... voilà. Il y a un couple homme, une maman femme, voilà. Il y a deux choses en fait. Il y a la coparentalité, donc là c'est elle n'existe pas en France. C'est 3 ou 4 personnes qui se mettent ensemble pour élever un enfant, des femmes de couple. Et il y a aussi le cas des femmes qui choisissent d'avoir un donneur connu, c'est-à-dire quelqu'un qui ne souhaite pas être le père, mais qui sera un parrain, qui jouera un rôle dans un monde d'enfant. Nous sommes pour ça aussi. Voilà, on demandait le don dirigé, il y a eu un amendement du rapporteur qui a été refusé. Et donc, en fait, on voit bien que là, on ouvre aux femmes, mais quand même, on met encore beaucoup de limites au lieu de permettre vraiment à chacun d'avoir un large choix sur la manière de fonder une famille. Ça veut dire que vous souhaiteriez que ce soit moins encadré ? C'est-à-dire qu'on est là. C'est pas que ça soit moins encadré, c'est qu'on ait plus de possibilités. Définir un cadre pour éviter les dérives que ça peut il n'y a pas d'option de choisir si on va élever, enfin féconder et élever ou pas avec le sexe opposé, le père géniteur ou pas, ou juste le géniteur. Cette option n'existe pas, elle est interdite. En fait, ce qu'on demande, c'est justement qu'il y ait un cadre. Voilà. Parce qu'actuellement... mais vous critiquez le cadre, vous dites que ça ne va pas aussi loin que vous voudriez. Voilà, c'est-à-dire que le projet de loi aurait pu aller plus loin et proposer un cadre, parce qu'actuellement, les couples de femmes qui font ça avec donc un reconnu, ça donne pas de statut pour les 3 personnes. La situation n'est pas claire. Et donc, ça serait plus rassurant pour tout le monde si on pouvait encadrer ça par une loi, en fait. Voilà. Nous proposons qu'on rajoute, on a fait un amendement en rajoutant la PMA avec géniteur connu. Et voilà pourquoi je suis un peu entre madame et mes anciens amis qui hurlent dans la rue. Eh bien, merci en tout cas à toutes les deux d'avoir permis d'y voir un tout petit peu plus clair et d'avoir en tout cas partagé vos positions. On va passer au reste de l'actualité.